berceau des hommes libres au levant les lumières. Ainsi commence cet hymne magnifique. En 2022, la malédiction d'un continent fut enfin brisée par les rugissements de lions qui n'avaient alors jamais passé le stade des huitièmes de finale. Avec un portier aux anges, une défense propre dans son barrage, puis dans sa relance, et un milieu de terrain très discipliné, le Maroc a su bien défendre, tout en conquérant le cœur des amoureux du jeu. Ça c'est fort. Non, il ne faut pas voir le football par un seul prisme. Pour preuve, la bande du très lucide Walid Regragui donnera la leçon à quelques grandes nations du ballon rond et deviendra la sensation de ce mondial 2022. Retour sur un conte de fées qui fera date dans l'histoire du football, voici comment les Lions de l'Atlas ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Alors oui, je viens des quartiers, c'était un peu plus difficile pour nous, on le sait, il faut se battre 2 fois, 3 fois plus, mais c'est pas un frein pour moi et c'est pas un critère pour me plaindre. Walid Regragui est né en 1975 à Corbeil-Essonnes. Issu d'une famille marocaine, il se prend de passion pour le Milan d'Arrigo Sacchi à la fin des années 80, qui révolutionnera la tactique dans le football. Voilà quelqu'un qui a de bonnes références. Regragui débute alors sa carrière à Corbeil, repéré par un certain Rudy Garcia. Il effectuera le gros de sa carrière en France au poste d'arrière droit où il croisera à Grenoble la route du futur meilleur buteur des Bleus, Olivier Giroud. Regragui portera également le maillot du Maroc à 45 reprises entre 2001 et 2009 et en tant qu'entraîneur, après avoir été adjoint des Lions de l'Atlas, il passera 6 ans à Rabat avant de tenter le coup au Qatar, puis il reviendra au pays en 2021 pour diriger le Wydad et c'est là-bas à Casablanca qu'il va faire parler de lui. Champion du Maroc cette saison-là, mais surtout vainqueur de la Ligue des champions africaine en 2022, après un succès 2-0 en finale au stade Mohamed V de Casablanca contre les Égyptiens de Al Ahly, qui avaient pourtant remporté les 2 éditions précédentes de la Ligue des champions africaine. Un bilan impressionnant pour le jeune entraîneur de 47 ans, et ce n'est pas fini. Après avoir atteint la finale de la Coupe du Maroc fin juillet 2022, sa popularité au pays explose. Tout le contraire du sélectionneur du Maroc en place à ce moment-là, le Bosnien Vahid Halilhodžić, et ce malgré la qualification acquise pour le Mondial 2022. En opposition ouverte avec la fédération marocaine sur plusieurs sujets dont Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui, les 2 anciens joueurs de l'Ajax sont en conflit avec le Bosnien, et se priver de 2 joueurs de cette importance pour la Coupe du Monde paraît totalement inenvisageable. Bye bye coach Vahid, et Walid Regragui prend donc les rênes de la sélection fin août à seulement 3 mois du Mondial. Avec lui, Ziyech et Mazraoui réintègrent les Lions de l'Atlas, et même avec des profils ayant une forte personnalité, cela n'inquiète pas le moins du monde le nouveau boss des Lions. Je préfère des joueurs qui ont du caractère. Avec des moutons, vous ne pouvez rien gagner. Il faut des lions. Et il faudra vite convaincre car Walid Regragui n'aura que 3 matchs de préparation avant le mondial, mais les résultats sont plutôt intéressants. Victoire 2-0 sur le Chili, un nul et vierge contre le Paraguay et un succès confortable pour finir 3-0 sur la Géorgie. Une préparation propre qui affiche déjà une rigueur défensive notable. Aucun but encaissé, et ce face à des équipes qui avaient largement les moyens de le faire. Pas de grand bouleversement dans la liste du sélectionneur, qui doit essuyer néanmoins une grosse perte, celle d'Amin Harit, blessé avec l'OM à seulement 1 semaine du mondial. Néanmoins, Regragui dispose déjà de profils très intéressants, à commencer par le gardien de Séville, Yassine Bounou, des latéraux de haut niveau, Nous Mazraoui qui évoluait à l'époque au Bayern Munich et qui faisait partie de l'aventure de l'Ajax en 2019 aux côtés de Ziyech, ainsi que l'arrière droit du Paris Saint-Germain qu'on connaît très bien, Achraf Hakimi. On retrouve ensuite l'ancien défenseur de Brest à l'époque, Achraf Dari, celui de West Ham, Naïef Aguerd, l'ancien joueur d'Angers et de Wolverhampton, Romain Saïs, sans oublier Azzedine Ounahi qui peut redescendre en relayeur, Selim Amala, et surtout le milieu défensif qui sera l'un des cerveaux de cette équipe, Sofiane Amrabat. Devant, on retrouve l'angevin Sofiane Bouffal, ainsi que la perle technique de cette équipe, Hakim Ziyech, et l'attaquant de Séville, Youssef En-Nesyri. Et si on regarde les clubs représentés dans cet effectif, on se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui bénéficient d'une expérience de haut niveau, en tout cas suffisamment pour construire une très belle équipe.
Pourtant, le Maroc a de quoi appréhender cette Coupe du Monde 2022, car hormis un huitième de finale en 86, les Lions de l'Atlas ont toujours échoué au premier tour, et parfois ce n'est vraiment pas passé loin, notamment en 98 et en 2018. D'ailleurs, lors du mondial russe, on se souvient d'un arbitrage assez approximatif contre l'Espagne. Et cette fois en 2022, le tirage au sort ne va pas non plus les gâter, placé dans le groupe de la Belgique, 3e de la dernière Coupe du Monde, de la Croatie, dernière finaliste, et du Canada, réputé pour son jeu vers l'avant. Premier match, au Al Bayt Stadium contre la Croatie, le Maroc appréhende un petit peu en ses débuts de rencontre avec son bloc bas, mais compact. La Croatie confisque le ballon, mais heureusement dès qu'il y a un déséquilibre, Yassine Bounou intervient, une fois, puis deux fois. Mais les Lions de l'Atlas ne se laissent pas faire. Franchement, rivaliser avec le finaliste en titre de la Coupe du Monde, c'est assez fort. Les protégés de Regragui tiennent la Croatie en échec 0-0, pas mal du tout quand on sait ce que la Croatie va faire plus tard dans ce mondial. Deuxième match dans cette phase de groupe, l'une des grandes équipes du mondial 2018, la Belgique, est en plein doute après une petite victoire 1-0 sur le Canada en ouverture et une drôle d'ambiance en interne. Lorsqu'on demande à Kevin De Bruyne quelles sont les chances de la Belgique d'aller chercher cette Coupe du Monde, celui-ci répond « Aucune chance, on est trop vieux, je nous vois plus comme des outsiders ». Bon, ça laisse penser que le Maroc a une belle carte à jouer, après avoir montré des choses intéressantes contre la Croatie. Roberto Martinez aligne les deux frères Hazard au milieu, De Bruyne à droite et Batshuayi en pointe, mais le gros souci se situe en défense. Côté marocain, on conserve le 4-1-4-1 avec Boufal et Ziyech dans le demi-espace. Pour info, le demi-espace c'est ça, c'est cette partie entre le centre et l'aile. Regragui alignera les mêmes genres de champs que contre la Croatie, sauf le gardien Yassine Bounou qui a pris un coup au premier match et qui aura l'honnêteté de dire à son staff qu'il n'était pas dans les meilleures conditions pour jouer, et c'est tout à son honneur parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'auraient fait. Bounou prendra bien part aux hymnes, mais c'est bien Mounir, le second gardien marocain, qui gardera les cages contre la Belgique. Dans l'enceinte d'Al Toumama, largement acquise à la cause des Marocains, Mounir est tout aussi efficace que Bounou. Et les Marocains font très mal aux Belges sur ce côté droit. Ziyech obtient un bon coup franc. Malheureusement, Saïs était hors jeu au départ de ce coup franc. Le but sera refusé, mais énorme alerte pour les Belges. Pas de but à la pause d'un duel pourtant passionnant. Pour l'instant, les Diables jouent en blanc. Hazard tente une légère percée individuelle, mais Mounir est vigilant. La défense marocaine est très compacte, relance également très bien. Ça se rapproche pour Boufal et les siens. Regardez cet alignement des Marocains, les 4 défenseurs plus Amrabat en essuie-glace, oblige les Belges à frapper de loin, mais Mounir est encore une fois impeccable. Peu après l'heure de jeu, Regragui opère un changement tactique, sortie de l'arrière droit Hakimi, entrée en jeu d'Atia Allah, un arrière gauche, sortie également d'Amala, remplacé par le milieu offensif Sabiri, lequel sera immédiatement en action sur ce ballon. Et avec l'entrée en jeu d'El Yamik, un défenseur supplémentaire, le Maroc passe à 5 derrière pour tenir ce résultat. Toute fin de partie, le nouvel entrant Aboukal offre une victoire historique pour le Maroc.
Après ce succès 2-0 totalement mérité, les Lions de l'Atlas comptent 4 points avant le dernier match contre le Canada déjà éliminé et se retrouvent dans une position idéale en vue de la qualification. Bounou est de retour dans les buts et le Maroc, encore en blanc, grâce au bon pressing d'En-Nesyri, profite d'une sortie très hasardeuse du gardien canadien. Après 4 minutes, Ziyech met les Lions devant. Les Marocains sont toujours aussi disciplinés défensivement et parviennent à très bien faire circuler le ballon et à la 23e minute de jeu, admirer ce bijou de passe d'Achraf Hakimi pour En-Nesyri. 2-0, malgré la réduction de l'écart sur cette déviation d'Aguerd dans ses propres filets. Le Canada est tout proche d'égaliser en seconde période, mais non, le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne. Victoire 2-1 des Marocains. Malgré ce groupe difficile, les hommes de Walid Regragui ont déjoué tous les pronostics et font sensation dans ce mondial, qualifiés et premiers du groupe F avec 7 points sur 9 possibles, et c'est entièrement mérité car c'est eux qui ont donné la leçon dans ce groupe, et l'aventure ne fait que commencer. En 8e de finale, le Maroc retrouve l'Espagne. Tiens, 4 ans après le controversé match nul 2-2 au Mondial 2018, en cause, alors que le Maroc menait 2-1, un corner en toute fin de partie fut tiré du mauvais côté et mènera à l'égalisation espagnole. Mais en plus, les relations diplomatiques sont assez tendues entre l'Espagne et le Maroc. Cette confrontation dépasse les frontières même du football. Sur le terrain, la composition marocaine en 4-1-4-1 ne bougera plus. Amrabat sera le maître à jouer devant la défense à la fois pour balayer puis relancer. On a souvent dit que ce Maroc-là était la victoire d'un collectif avant tout, mais si on veut parler d'individualité, Amrabat est absolument indispensable à cette équipe. La paire de milieu offensif Amala Ounahi restera en soutien d'Amrabat sur les phases défensives, avec Boufal et Ziyech en couverture sur les côtés, tandis que l'électron libre En-Nesyri partira loin devant dès la récupération des ballons pour attirer les défenseurs vers lui, et ainsi créer des espaces pour Boufal et Ziyech sur les offensives. C'est une véritable opposition de style entre des Espagnols qui confisquent le ballon mais n'en font rien, et des Marocains qui effectuent d'excellentes séquences de sortie de balle, en plus d'avoir un Sofiane Boufal totalement irrésistible. En seconde période, la situation devient tendue pour les Marocains. Boufal et En-Nesyri sortent, ainsi que Mazraoui qui se blesse, tout comme Aguerd. On est inquiet parce qu'on se dit que le Maroc va pas tenir. 0-0 à la fin du temps réglementaire, prolongation. Face à des Espagnols qui se rapprochent de la surface mais sans créer de danger, heureusement, les Lions de l'Atlas ont plusieurs griffes à leurs pattes, en restant compacts mais extrêmement bien organisés, trouvant ainsi le nouvel entrant, Chedira. Quelle occasion! C'est un peu le souci du Maroc, ils n'ont pas de finisseur au sens propre du terme. Et en toute fin de prolongation, Sarabia fait trembler tout un pays, mais ce ne sera finalement que le montant. Les Marocains sont infranchissables, aux grand dames d'une Espagne devenue totalement obsolète, en effectuant 710 passes de plus que le Maroc. Elle n'a cadré qu'une seule frappe en 120 minutes. Ils se sont déjà fait avoir par la Russie en 2018, où ils ont effectué 1000 passes qui servaient à rien, pour au final se faire sortir au tir au but. Et bien puisqu'ils refusent de changer, l'histoire semble se répéter. Sarabia et Solaire, les deux mauvais élèves du PSG en échec. Et comme on dit, jamais 203. Le gardien Yacine Bounou est impérial et Achraf Hakimi va conclure par une panenka. Pour la première fois de son histoire, le Maroc, époustouflant dans son organisation, se hisse en quart de finale de la Coupe du Monde.
Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vibré. Alors c'était pas le match du siècle, mais au moment où Hakimi met sa Panenka, j'ai bondi comme si c'était l'équipe de France. Et que dire du travail incroyable de ce sélectionneur, tellement passionnant en conférence de presse. On a envie de rentrer dans l'histoire. Pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le Maghreb aussi, pour nos frères aussi, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Libyens, pour l'Afrique subsaharienne, pour tous ceux qui ont rêvé un jour de voir l'Afrique en demi-finale ou en finale de Coupe du Monde. Décembre 2022, Al Toumama Stadium, quart de finale de Coupe du Monde, là où précédemment, toutes les équipes africaines ont échoué. Le Maroc va retrouver une vieille connaissance de 1986 et de 2018, le Portugal. Et là encore, 4 ans auparavant, l'arbitrage n'avait pas été très favorable aux Marocains, mais il n'y a ici aucun goût de revanche, car c'est une place en demi-finale qui est en jeu. Toujours avec ce 4-1-4-1 mais avec des changements poste pour poste en défense, Aguerd blessé et suppléé par El Yamik et l'arrière-gauche Atia Allah fera admirablement oublier Mazraoui, son apport sera déterminant. Côté portugais, la confiance est retrouvée après un cinglant 6-1 en huitième de finale face à la Suisse et un attaquant de pointe, Gonçalo Ramos, qui a mis Ronaldo sur le banc. L'effectif de la Seleção n'en reste pas moins impressionnant sur le papier, encore un sacré combat qui attend les Marocains. Et dès le départ, Yassine Bounou répond présent. Et à la 41e minute de jeu, Boufal insiste dans l'axe et se replace dans le couloir tout en donnant à Atia Allah qui centre pour En-Nesyri. Même si ce poison de Bruno Fernandes a bien failli surprendre tout le monde, à la mi-temps, le Maroc mène 1-0 et ne pense qu'à cette seconde période où Cristiano Ronaldo entre dès la 50e minute de jeu. Les Marocains ne se retrouvent jamais à défendre seuls en 1 contre 1, il y a toujours du soutien, et ensuite la sortie de balle très propre, vraiment. Les Lions de l'Atlas produisent du très beau football, avec l'indispensable Sofiane Amrabat en chef d'orchestre et un Azzedine Ounahi toujours aussi appliqué, millimétré, et ce Portugal emprunté ne peut rien faire. L'histoire est en marche et au bout des interminables 8 minutes de temps additionnel, la libération. Le Maroc rejoint les demi-finales. Pour la première fois dans l'histoire, une sélection africaine atteint le dernier carré d'une Coupe du Monde. Enfin. Demi-finale de Coupe du Monde, France-Maroc. Il ne faut désormais plus traiter les Lions de l'Atlas comme des outsiders, tombeurs de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal. Les hommes de Walid Regragui sont maintenant dans les 4 meilleures sélections de l'Atlas et doivent être maintenant considérés comme un prétendant sérieux au titre suprême. En tout cas, on sait pourquoi le Maroc en est là. L'intelligence et l'ouverture d'esprit du sélectionneur marocain s'en sont occupés. Alors après, il y a la mode, c'est ce que j'ai dit, je vais le répéter, puisque maintenant on est en demi-finale, c'est bien, il y aura peut-être plus d'écho. Cette possession de balle, mais c'est extraordinaire, comment même vous, les journalistes sportifs, ça vous fait rêver. 60-70% de possession de balle, t'as fait 2 tirs dans le match. Les XG, ça c'est la meilleure invention pour les coachs ou pour les joueurs, les XG. On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4 de XG.
Mais t'as un attaquant en bois qui a loupé 4 occasions et t'as donné 4 XG pour rien. Nous, on est là pour gagner. Je suis passé par là, moi, à la possession. C'était mon rêve. Moi, Guardiola, à un moment donné, m'a rendu fou lui aussi. Et c'est sûr que quand t'as De Bruyne, quand t'as Bernardo Silva, quand t'as XY, la possession, c'est bien. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Et je prends exemple sur la France. Hein. Parce que c'est bien beau, mais moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France, comment ils ont joué. Ils ont tout compris. Ils ont explosé tout le monde. Et contre l'Angleterre, ils n'ont pas eu 40 occasions. Ils ont explosé tout le monde. C'est la meilleure équipe. Je crois qu'on a 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde au départ de la compète. Je sais pas, on est monté ou pas à peu près. Peut-être on doit être à 0,03 peut-être maintenant. On est à 12. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je l'adore, hein. On pourrait l'écouter pendant des heures. Par contre, juste un truc parce que ça pourrait porter à confusion, je pense pas qu'il soit ouvertement en train de critiquer les nouvelles datas, au contraire même elles sont utiles hein, pour mieux comprendre le football, mais il dénonce plutôt ceux qui les utilisent un peu dans tous les sens, bon c'est vrai qu'au bout d'un moment... Donc oui, il a totalement raison. Mais alors, avec ce bagage, dans quel état d'esprit le Maroc va-t-il affronter une équipe qui, selon lui, est dirigée par un sélectionneur qui a tout compris? Avec le retour de Mazraoui, les Lions de l'Atlas vont jouer à 5 derrière, un 5-4-1 avec un bloc compact à défaut d'être très bas et qui va poser beaucoup de problèmes aux Français. Côté bleu, c'est le 4-2-3-1 classique, sans Rabiot atteint d'un mystérieux virus et sans Upamecano pas au mieux, mais sinon tout le monde est présent. Et la rigueur défensive qui faisait le bonheur des Marocains jusqu'ici va inexplicablement laisser Théo Hernandez seul après 5 minutes de jeu. C'est la première fois qu'ils sont menés dans ce mondial. Alors Kounaï bute sur un grand Hugo Lloris, Giroud manque de peu le break. Et en plus, Saïs, déjà touché, doit céder sa place après 20 minutes, mais les occasions s'enchaînent de part et d'autre. Vient alors une situation litigieuse où l'on croit que Théo commet la faute dans la surface sur Bouffal, mais au ralenti on voit bien que le Français a gagné son duel avant que Bouffal ne vienne le percuter. Par contre, donner un jaune à Bouffal pour ça, c'est très sévère. En fait, même s'il fait une course vers Hernandez, Bouffal ne fait même pas faute. Mais la situation est difficile à évaluer parce que Théo joue bien le ballon avant, mais s'il n'y avait pas eu ce ballon, cette jambe droite aurait été suffisante pour désigner un penalty. On a également eu cette situation où Tchouaméni accroche un joueur marocain dans la surface. Là aussi ça aurait pu valoir un penalty, mais l'arbitre ne bronche pas. Mais en seconde période, les Marocains sont loin de s'avouer vaincus et poussent. À l'heure de jeu, Griezmann, qui est absolument omniprésent, se plaint du côté gauche défaillant des Bleus. Dédé prend l'info et fait rentrer à la place de Giroud Marcus Thuram qui prendra le côté gauche et Mbappé passe dans l'axe. Les hommes de Regragui se rapprochent de plus en plus de l'égalisation et en fin de rencontre, le Maroc n'aura même pas le droit à son petit but. Le rêve s'arrête en demi-finale. Lors du match pour la 3e place, ce sont des retrouvailles contre leur premier adversaire au début du mondial, la Croatie. Mais les Marocains semblent terriblement éprouvés physiquement et les Croates trouvent rapidement l'ouverture. Mais aussitôt, Achraf Dari égalise. Mais le talent d'Orsic fait la différence. Tout proche d'arracher la prolongation, finalement le Maroc s'inclinera 2-1 et terminera 4e de la Coupe du Monde, et c'est très bien. C'est une Coupe du Monde exceptionnelle pour ces hommes qui n'ont rien lâché, si ce n'est ce marquage en défense sur les 2 derniers matchs qui faisaient leur force. Cette équipe du Maroc nous a procuré une vague de fraîcheur incroyable et je pense qu'il y a beaucoup plus que les 37 millions de Marocains qui ont rêvé devant cette équipe. Ils n'ont pas seulement défendu, ils ont aussi bien joué. Très bien joué. Les Lions n'ont peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais ils ont conquis les cœurs des fans de foot à travers l'Atlas. Et comment ne pas être admiratif devant de jeunes entraîneurs comme Walid Regragui qui s'instruisent, qui négocient parfaitement le virage que le football est en train de prendre. Il n'y a pas qu'une manière de jouer. Qui comprennent de quoi ce sport sera fait demain. Ceux qui possèdent cette lucidité, cette ouverture d'esprit, sont en avance sur tout le reste.
Effectivement, il n'y a pas qu'une manière de jouer, il faut bafouer les vieux stéréotypes. Le football a changé, mais peu l'ont compris. Un jour, en Coupe du Monde, il n'y aura plus de petites équipes. Les petits deviendront grands, et le changement est déjà en marche, et ce, pour notre plus grand bonheur. Car en 2022, le Maroc l'a prouvé, et il peut en être fier. Le football appartient bel et bien à tous.